Nous sommes en l'an de grâce 2024. Notre-Dame a réouvert ses portes, mais a libéré un virus proche de la grippe espagnole, décimant le royaume de Culture Club Sandwich. Seuls 3 gueux, 2 gueux et une gueuse pour être précis, ont survécu. Malgré leur fissure cérébrale, ces 3 débiles ont décidé de continuer à être professionnels et de parler ce soir de films, de séries et de parcs d'attractions. Voici leur histoire. Je veux des entrées comme ça à tous les épisodes. Là, comme ça, on monte sur le ring, hein. Franchement. Bravo! Je veux un petit slip kangourou pour le ring. D'accord. Ouais, là c'est parti trop loin là. Bonsoir à tous et à toutes, ou bonjour si vous nous écoutez en podcast et pas en live. Je sais même pas si on est en live d'ailleurs, donc on sait pas. Comme vous pouvez l'entendre ce soir, c'est pas Fred qui présente. Il m'a laissé sa place pour se reposer un petit peu et pour revenir encore plus en forme pour la spéciale Noël qu'on va faire la semaine prochaine, mais sans moi et sans Elodie. Donc voilà, mais donc il y aura les 2 tiers du cast de ce soir qui Je suis pas sûr d'être là la présent. semaine prochaine. Hein. Je sais pas ce que tu racontes. Mais... Et profitez de nous ce soir, voilà, parce qu'après vous ne nous entendrez plus. Et donc vous les avez entendus. Pour m'accompagner et nous raconter plein de trucs hyper intéressants, il y a autour de cette table virtuelle Elodie. Bonsoir. Et Mathieu. Et bonsoir. Et avant de passer aux choses sérieuses, je voulais juste vous rappeler que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, sur le réseau maudit dont on ne peut pas dire le nom, et bien sûr sur son pendant Saint d'Esprit, Blue Sky. Vous pouvez y retrouver toutes les recos que l'on va faire ce soir, celles qu'on a fait sur les épisodes précédents, et surtout vous pouvez nous laisser des messages et des commentaires. Et voilà, on dit ça à chaque fois, mais comme d'habitude, il n'y a pas de commentaires qui nous est laissé. Envoyez-nous de l'amour si vous nous écoutez, voilà. Parce que nous on vous aime et on vous fait des contenus toutes les semaines en plus. Bah oui, et puis nous on est tristes devant nos écrans en attendant vos commentaires, donc si vous voulez pas qu'on tombe en dépression, s'il vous plaît, laissez-nous un mot quelque part, qu'on se sente moins sale. S'il vous plaît. On a besoin de vous. Et une émission de Culture Club Sandwich ne pouvait pas commencer. Tiens, j'ai du mal à le dire, Culture Club Sandwich. C'est pas facile à dire en fait. C'est le nom de l'émission. Oh je sais plus parler, tu m'as contaminé. Bienvenue à l'EHPAD. En même temps, on a tous la grippe espagnole, donc il y a une raison aussi. Ouais. Donc, une émission de Culture Club Sandwich ne pouvait pas commencer sans actu. Et ce soir, comme Sarah n'est pas là, c'est Elodie qui prend la relève. Avec brio, j'en suis sûr. Elodie, quelles sont les actus? J'ai un peu l'impression d'être, tu sais, comme au JT de 20h, d'être la caution les vacances. C'est ça. La semaine dernière, tu l'as très bien fait d'abord. J'étais pas là la semaine dernière, donc merci beaucoup. Il y a 2 semaines alors. Je sais plus quand c'était. La dernière fois, tu l'as très bien fait. Oh, merci beaucoup. Je vais juste mettre le petit jingle parce que ce petit jingle, on l'aime. Vous ne voyez pas, mais je me dandine à chaque fois. Ouais. Je m'en vais vous tartiner vos oreilles avec des actualités et je commence. C'est sale. Je commence avec les First Print Awards, la première édition du genre, qui viennent de couronner les meilleurs comics publiés en France lors d'une cérémonie au Club de l'Étoile à Paris. Ambiance festive, des fans, des professionnels rassemblés pour célébrer ce que les comics anglophones et pas que ont de meilleur à offrir. Parmi les récompenses marquantes, on a eu The Riddler année 1 de Paul Dano et Steven Chubik, que moi j'ai pas lu, mais j'ai lu Batman année 1 et c'était très bien. Oui, il paraît que The Riddler est vraiment très très bien. Ouais, du coup je l'ai rajouté sur ma liste, c'est ça le problème. Rajouté sur la liste aussi Wonder Woman hors la loi de Tom King et Daniel Sampere, qui offre une version audacieuse de l'héroïne mythique. Et du côté des indépendants, on a The Good Asian de, je vais essayer de prononcer les noms, mais de Pornsak Pichet-Shot. J'ai l'impression d'avoir une soirée à la fistinière. Pornchat Pichet-Shot. Ça s'écrit comme ça se prononce. C'est un peu bière belge. J'aime bien. Ah ouais, on n'a pas tous la même référence.
Tandis que Kaiju Max propose un regard original et touchant sur les kaiju, comme son nom l'indique, et mention spéciale pour Garçon, les autrices oubliées des années folles, un album qui éclaire d'un jour nouveau des talents trop souvent négligés, et c'est celui-là qui m'a donné le plus envie de les rajouter sur ma liste de Noël, bien trop longue déjà, mais ça a l'air vraiment très très bien, donc écoutez, que des recommandations sur cette liste de lauréats à ces premiers First Print Awards. Toujours dans le domaine de l'écriture, c'est le crossover qu'on n'osait même pas imaginer. L'univers de Kohei Horikoshi fusionne avec celui de Marvel. Dans une collaboration exceptionnelle, Spider-Man et les héros de My Hero Academia se croisent dans des illustrations exclusives. Les dessins de Horikoshi mettent en scène Spider-Man et Black Cat avec sa patte unique, tandis que les artistes Marvel revisitent l'univers du manga à leur manière. C'est un hommage au grand fan de l'homme araignée qu'est Horikoshi, dont l'influence est manifeste dans des détails comme les pouvoirs de Deku. Et pour les fans de My Hero Academia, le dernier volume propose un épilogue inédit avec 30 pages supplémentaires. Voilà, là aussi vous pouvez l'ajouter à votre liste de Noël. Je change de ton, puisque en Ohio, une institutrice, Karen Carroll, c'est ça, a été suspendue pour avoir inclus dans sa bibliothèque de classe des livres avec des personnages LGBT. Et ces ouvrages qui parlent de différence et d'acceptation ont suscité l'indignation d'une mère d'élève, entraînant une procédure disciplinaire. Et donc Karen, forte de ses convictions, a décidé de porter plainte contre son district scolaire. Et c'est l'occasion de relancer le débat brûlant aux États-Unis sur la diversité dans l'éducation et les limitations imposées aux enseignants. C'est une histoire à suivre pour ses implications sociales et éducatives. Et on lui souhaite de vaincre le système et de pouvoir éduquer comme il se doit les enfants. Malheureusement, j'ai l'impression qu'avec ce qui se passe en ce moment, ça risque d'être compliqué dans les 4 prochaines années. Mais bon, on espère qu'elle va tenir le coup, quoi. Ouais. Côté cinéma, Joseph Gordon-Levitt se lance dans la réalisation d'un thriller sur l'intelligence artificielle produit par Rian Johnson avec Anna Thaoué dans le rôle principal. C'est ça. Avec Anna Thaoué dans le rôle principal, le projet promet d'aborder les questions contemporaines cruciales sur la technologie et son impact sur nos vies. J'ai pas trop envie de regarder ça. Flemme, mais t'as dit Anna Thaoué et d'un coup j'ai dit ok, c'est bon, mais vendu, je le regarderai pas quand même. Non. Ouais, moi ça me donne pas du tout envie. Non. Par ailleurs, Andy Serkis reprend les rênes de l'univers de Tolkien avec The Hunt for Gollum. Faites attention, la chasse du Gollum est ouverte entre avril et juin. Faites attention lors de vos balades en forêt. C'est prévu pour 2026 et Viggo Mortensen pourrait réincarner Aragorn à plusieurs conditions. Et bon, voilà, vous jugerez de son âge, on s'en fout. Et de l'argent que tu lui donnes peut-être aussi. Dans les conditions, il ne voulait pas se faire rajeunir par des effets spéciaux. Ah bah non. Bon, surtout qu'il est bien encore, pépère. Bon, c'est vrai, moi si je peux vieillir comme ça, j'achète. Hein. Bah oui, quand même. Par ailleurs, je viens de le dire, sur le front des médias, Disney et Canal+ s'affrontent pour la diffusion des films français, puisque Disney propose de quadrupler son investissement dans le cinéma français en échange de délais de diffusion plus courts pour bouleverser potentiellement la chronologie des médias. Bataille stratégique qui pourrait redéfinir le paysage audiovisuel, parce que en fait, pour l'instant, y a quelques services de streaming qui bénéficient d'un assouplissement des règles parce qu'ils investissent du cash dans la production française, pas forcément pour en faire de la qualité, mais écoutez, la moula. Ouais, et c'est intéressant de voir que cette annonce, elle arrive 1 semaine ou 2 semaines après l'annonce de quitter le giron Canal+. Ouais. Donc ça veut dire que tout ça est bien préparé et que Disney a vraiment un truc en tête après nous avoir remis la pub comme si c'était une chaîne linéaire. Attendez, je leur refais des doigts. Ça mais c'était tout autant mérité. C'est vrai que c'est insupportable, mais bon. Moi, j'ai l'impression qu'ils reviennent vraiment. J'ai vraiment le sentiment qu'ils vont revenir à quelque chose à un système qui correspond beaucoup plus à ce qu'on a connu auparavant et qui ressemble plus à Canal+, du coup, qu'à Netflix. Sauf que Disney Channel s'arrête le 31. Ah, peut-être. Ah, pardon. Excusez-moi. J'ai ripé ma langue. Garde de côté dans 2 actus, tu le ressors. Très bien.
Ouais, mais Disney+, franchement, j'ai reçu mon petit mail comme quoi, voilà, moi aussi. 1er janvier, Au revoir, fini, bye bye. c'est ça. Et tu sais, il t'invite à cliquer sur le petit lien pour poursuivre ton abonnement. Je lui dis, mais allez vous faire foutre, en fait. Non. Moi, je vais vouloir dire allez vous faire foutre jusqu'au moment où je vais recraquer parce que je suis faible, mais... Oui, mais toi, t'es vraiment un Yankee de Disney que moi, pas tellement. tu Oui, vois. moi, c'est le seul abonnement que je rentabilise avec Bah. quoi au présent, quoi. Donc, bof. Bah, Oui, moi, parce c'est que- vrai qu'il y a juste le côté Fox qui m'embête un peu. Ouais, c'est ça, c'est Fox, Euh, ABC, Hulu. Enfin... Bon, ça, c'est un peu embêtant, mais bon, Et moi, puis, ils ont j'attends. récupéré le catalogue FX aussi, qui est plutôt pas mal. Moi, j'attends de voir un petit peu comment tout ça va s'organiser, de voir si ça tient, voir comment Canal aussi va évoluer, parce que là, on voit qu'il y a un plan social chez Canal pour l'entrée en bourse. Que va faire Vivendi avec cette chaîne? Bon, on sait pas trop, hein. Enfin, tout peut bouger très rapidement Je pense dans qu'il les... faut se donner un an. Ouais, je pense aussi. Et Bon, puis, on s'était dit rendez-vous dans un an, même jour, même heure, même podcast, et puis on se dira ce qu'on se fait. ouais, parce que tout ça, on sent que c'est des plaques mouvantes et je suis pas tout à fait sûr de tout comprendre. C'est ça. Je passe aux fans de sorcellerie qui vont pouvoir préparer leur baguette, puisque le tournage de la série Harry Potter débute Titre. cet été au studio Leavesden. Pas sûr de la prononciation. Ça s'écrit comment? Parce que là, Leavesden. C'est le studio de Londres, quoi. Oui. Bah, voilà. C'est vrai, dit comme ça, c'est beaucoup plus simple. Chaque saison, ça sera un bouquin. À chaque fois, ça sera 8 épisodes. Et donc, du coup, HBO s'engage à offrir une adaptation fidèle et approfondie en disant que voilà, ça sera plus détaillé que ce que tu peux offrir dans un film. Parmi les rumeurs de casting, Papa Essidiou pourrait incarner le complexe et fascinant Severus Rogue. Brett Goldstein en Hagrid. Je sais pas. Voilà. Parce je sais qu'il pas a une qui est grosse ce voix. monsieur. Je sais pas. qui est ce monsieur? Si c'est dans Ted Lasso, c'est Roy. Ah, oui, alors oui, ok, que j'ai vu hier dans un épisode de Shrinking d'ailleurs. Et mais alors ah oui, en Hagrid, ok, Non, hein, bizarre, ouais. Voilà. très bien. Et la costumière de Poor Things, Holly Waddington, serait aussi de la partie. Ça, apparemment, pour les fans, c'est une bonne nouvelle. Moi, je sais pas qui c'est, donc je vous laisse juger. Voilà, en tout cas, ça sort Si pas les tout fans de sont suite. contents, C'est c'est pas avant l'essentiel, j'ai 2026. envie de dire, Oui, voilà. puisque c'est eux qui Donc font bon. On verra ce que ça donne. Ça pue. de la oui. moula. Tout à fait. Moi, je vous avoue, je Pour suis pas une JK, fan surtout. de Harry Potter, donc voilà. Moi, c'est ma mère qui m'a traîné au cinéma pour aller voir les premiers, et après, j'ai dit non, je veux plus. C'est fini. Canal+, on en revient, a annoncé qu'à partir de juin 2025, la chaîne ne sera plus diffusée via la TNT. Cette décision marque un tournant majeur dans le paysage audiovisuel français. J'ai déjà utilisé cette expression tout à l'heure, c'est terrible. Le groupe Canal+ se retire de la diffusion hertzienne en réponse au retrait de l'agrément de C8 après les controverses liées à Cyril Hanouna, bien évidemment. Nique Cette ta mère. décision... Ouais. Attends, cette tu peux faire décision des doigts, pourra- ça marche bien. Et tu peux même Oui, faire la danse mais franchement, ne des t'arrête plaques. pas. Cette décision pourrait avoir un impact sur près de 700 000 abonnés. Pourquoi s'abonner? 700 000 abonnés qui utilisent la TNT pour accéder à Canal+. Du coup, Canal+ réoriente ses abonnés vers la DSL, la fibre, le satellite, qui est encore le satellite, ou via l'application MyCanal. Voilà donc l'explication. Donc Canal dit que c'est pour des enjeux économiques liés à la diffusion, la régulation de la télévision classique et ses coûts. Bon, voilà, c'est surtout à cause de son entrée en bourse et du fait que du coup, elle pourra plus être aussi censurée qu'elle ne peut l'être. Voilà. Elle pue le seum, moi je dis. Chais. Par contre, elle laisse après- le truc là. Truc de news de merde. Encore. C'est Ça, news. c'est bah news, oui, ça- Voilà. Ça, par C'est contre, son on n'en parle organe, pas. Mais C'est son organe de propagande, donc. Tout ça, mais Mais, t'inquiète pas, ils vont trouver Non, et puis en moyen de la plus, faire enfin, en plus, la nuance, c'est que c'est sur la TNT payante.
Donc, qui était abonné à la TNT payante? Dénoncez-vous, parce que je pense qu'il y a 4 personnes en France. Je sais même pas comment on s'abonne à la TNT payante. Je ne sais pas. Je ne sais même pas qu'est-ce que c'est, d'où... Qui s'est abonné à la TNT payante? Enfin, vraiment, à part Josiane, sans faire exprès, en appuyant sur sa télécommande, quoi. Ça fait 20 ans qu'elle paye tous les mois, je sais pas pourquoi. Et du coup, maintenant, elle a même plus Canal Plus Cinéma. Elle est dégoûtée. Oui, mais elle aura un moteur Trend TV. Et ça, quand même, voilà. Pas mal. Pas mal. Mais du coup, non, je comprends pas trop ce move. Si, mais en fait, c'est que comme ils doivent rentrer en bourse, si tu veux, ça leur fait tout de suite une petite économie de plus dans leur budget à montrer au futur. Voilà. Non, et puis après, c'est vrai, je comprends que rester payé pour un truc que personne ne regarde. C'est ça, puis ça doit leur servir aussi à justifier tous les emplois qu'ils ont supprimés, en fait. Oui, je sais pas s'ils ont tellement envie de justifier quoi que ce soit, je crois qu'ils s'en foutent. Oui, non, c'est vrai, faut pas s'emmerder. Enfin, sur les 250 qu'ils ont prévus, il y en a 150 qui viennent de C8, donc, puisque la chaîne n'existe plus, et il y en a 100 de Canal qui, eux, sont des dommages collatéraux, qui se prennent le truc dans la tête, on ne sait pas pourquoi. C'est ça. Mathieu, ça va bientôt être ton moment, prépare-toi, puisque un autre changement majeur dans le secteur de la télé française, Disney Channel cessera ses émissions en France dès le 1er janvier 2025, après 27 ans de diffusion. Cette décision découle de la fin du partenariat entre Disney et Canal+ en novembre 2024. En fermant ses chaînes classiques, Disney souhaite se concentrer sur sa plateforme de streaming Disney+ pour proposer son contenu à ses abonnés. Disney Channel a été un tremplin pour de nombreuses stars internationales et a marqué plusieurs générations dont je ne fais pas partie, notamment avec des programmes comme Hannah Montana et High School Musical. Je savais. La fermeture de la chaîne intervient dans un contexte où la télé classique perd du terrain face aux plateformes de streaming comme Netflix et Prime. Du coup, les abonnés de Canal devront se tourner vers Disney+, sauf que Disney+ ne fait plus partie de Canal, donc il va falloir raquer. Alors, il y a du point positif, il y a du point négatif. Le point positif, c'est que on n'aura plus à attendre 1 an pour avoir les séries Disney Channel. Donc ça, parce que moi je vais pas regarder sur Disney Channel, je vais regarder sur Disney+. Donc, par exemple, Moon Girl arrivera plus vite, même si Moon Girl a été annulée, bande de connards. Donc ça, c'est pas... Elle arrivera pas du tout, mais... mais on aura le reboot des sorcières de Waverly Place plus tôt. Ça, c'est cool. Le truc qui est chiant, c'est que vu que ça ferme, en théorie, je pense, le 31 décembre à minuit, je vais devoir passer mon nouvel an devant. Mais moi, c'est pas un problème. Mais c'est pour mes potes. Il faut que je les motive. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre des petits commentaires pour dire regardez Disney Channel, allez-y, nanana. Voilà. Moi, je pense que encourager si c'est vraiment tes amis, ils t'accompagneront. Mais t'imagines 3, 2, 1, adieu Disney Channel. C'est très bizarre. Bonjour 2025. C'est bizarre. Ouais, tu vas dire au revoir à 2024 et à Disney Channel en même temps, quoi. Ouais, c'est bizarre, ça fait bizarre. Vous voyez cette image d'archive où en fait c'était aux infos, ils ont activé la couleur sur les télés. Oui. J'ai la même image mais à l'envers où Disney disparaît. Mais moi ce que j'aimerais trop. Le lancement de Canal aussi. Je suis sûr qu'ils vont pas le faire, mais moi j'ai eu un plan dans ma tête, c'est qu'ils diffusent High School Musical où il y a la nouvelle année au début du 1. Et du coup, ça fait 3, 2, 1, et au lieu d'avoir bonne année la suite du film, il y a Disney Channel qui coupe. Je trouverais ça hilarant. Ça serait très drôle. Ça serait pas mal. Voilà. Ils feront jamais ça, malheureusement. Ça aurait du panache, ça. Écoutez, j'ai plein de bonnes idées, Disney, écoutez-moi. Ouais, mais là, je pense qu'ils vont pas t'embaucher parce qu'ils sont pas vraiment en période d'embauche. Mais... bonne nouvelle et toi qui suis, juste Mathieu, toi qui suis un peu les séries qui... Parce que moi, la disparition de Disney Channel, ça m'embête surtout pour les séries un peu jeunesse. Parce qu'il n'y en a pas tant que ça en fait dans le reste du paysage des plateformes. Ça va être transféré sur Disney Plus ou ils comptent tout couper? En fait, là ce qui ferme, c'est Disney Channel France. Ouais. Disney en fait, c'est que c'est fermé Disney dans Channel... plusieurs pays. Ah oui. Tout complet. Il y a Disney Channel US, ça reste encore. Aux États-Unis, ça sera toujours là. Okay. Mais sauf qu'aux États-Unis, c'est souvent ferme dans plusieurs pays en Europe. Ouais. Mais sauf que aux États-Unis, la plupart des séries Disney Channel sont diffusées en simultané sur Disney+. Du coup, c'est pas un problème pour eux. Pour nous, c'est plus au pire, ça arrive le lendemain. Donc... Nous, on n'a pas les séries Disney Channel, la plupart sur Disney+. Ouais. Parce qu'ils ont l'exclu. Mais du coup, là, tout sera rapatrié sur Disney+.
en instantané ou quasi. Et effectivement, en fait, ils ont fermé dans plusieurs pays. Alors, je les aurais pas de tête, mais ça doit être l'Espagne, l'Italie et compagnie. Ils en ont profité en C'est même ça. temps. Mais pas partout. Bonne nouvelle pour les amateurs de Witcher. Le jeu de cartes Gwent débarque en version physique en 2025. C'est un coffret qui proposera plus de 400 cartes, un tapis de jeu et des règles adaptées pour les parties conviviales ou compétitives si vous voulez péter la gueule à votre famille pour les fêtes. Moins réjouissant, l'industrie du jeu vidéo en France fait face à des tensions croissantes. Ubisoft et Dontnod appellent à une grève nationale pour protester contre des licenciements importants et réclamer de meilleures conditions de travail. Mobilisation qui reflète le malaise d'un secteur en pleine mutation et on leur souhaite du courage. Les amateurs de Pokémon et de mode seront ravis par la nouvelle collection Célio inspirée de Pokémon Go. Avec des vêtements arborant Pikachu et des Pokéstop dans les magasins. C'est une collaboration qui mélange mode et gaming. Attention, toutefois, au fashion faux pas. Attraper un t-shirt Pikachu, c'est bien. Le porter avec style, c'est mieux. Voilà, c'était mon instant Christina Cordula. Merci pour Elodie, Magnifique. ça me démangeait. J'avais aussi une blague avec Godaka Chamol, mais il fallait que je mette le son et j'avais la flemme de changer mon routage. J'aurais pas compris, alors que là j'ai compris, tu vois. Bon, bah très bien, là. TF1 et Netflix s'associent pour Tout pour la lumière, une série quotidienne inspirée de la Star Academy. Avec Mon Dieu, 90 épisodes de prévus, oh, putain. le feuilleton plongera dans l'univers du chant et de la danse, suivant les rêves et les drames de jeunes artistes à la Ciotat. Ce projet, qui combine diffusion en avant-première sur Netflix et retransmission sur TF1, marque une étape inédite dans la collaboration entre télévision traditionnelle et plateforme de streaming et rappelle quand même un petit peu Undo Stress. Laissez mourir Undo Stress. Bon. Oui. Will Smith fait son grand retour sur scène en juillet 2025 au Positive Festival dans le cadre historique du théâtre antique d'Orange. Performance très attendue de l'icône des années 90 qui combine musique et nostalgie. Et putain, qu'est-ce que j'ai pas envie de voir ça, c'est fou. Bah, surtout si vous y allez, mettez un casque, quoi. On sait jamais, il peut y avoir des baffes qui volent, quoi. C'est ça. Et je termine avec le traditionnel Spotify Wrapped qui est de retour, dévoilant les artistes, albums et chansons les plus écoutés au monde en 2024. Sans surprise, Taylor Swift domine encore une fois en restant l'artiste la plus C'est dommage streamée qu'elle de n'ait pas l'année. dominé dans les urnes aux États-Unis. Allez! Son album The Tortured Poets Department, The Anthology, figure parmi les plus écoutés. En termes de chansons, Espresso de Sabrina Carpenter arrive en tête, suivi de Beautiful Things de Benson Boone et Birds of a Feather de Billie Eilish. Bon, voilà. Je vous laisse aller voir le reste Ça- du top, mais j'ai l'impression que c'est le même depuis 5 ans. En fait. Ça, c'est du commentaire musical. ça. Bon, bah voilà. J'ai le Ouais, même top, écoutez. donc je vais pas commenter. Hein. Moi, mon top, il ressemble pas à ça. Voilà, c'est tout ce que je peux Ah, vous bah. dire. Le mien non plus, mais je pense qu'il y a que Billie Eilish que je peux écouter dans tout ça. Mais Ah, j'aime bien Sabrina Carpenter, en fait. Bah, tu vois. Voilà. Comme quoi, hein, on a tous des défauts. comme quoi. Pour ceux Voilà, qui ont et un encore une défaut. fois, merci à Sarah d'avoir fait la sélection des news. Merci Sarah, de là où tu es, si tu nous regardes. Non, mais elle est vivante, elle va bien, vous inquiétez pas. Hein. Tu me parles, elle est en train de se faire un bon dîner là, dans un resto et tout. Donc, Oh là là. Après, il faut sachez que Tout j'ai va quand bien. même réussi la performance d'être dans le 0,05% des écoutes de Lady Gaga. Et ça, c'est une perf. Ça fait beaucoup de Vu le minutes. nombre de gens qui l'écoutent. Ça fait beaucoup de minutes, je vais pas dire le nombre, mais ça fait peur. C'est Mais terrifiant. voilà. si, C'est si, terrifiant. vas-y, donne le nombre là, parce que ça doit être Ça fait impressionnant. plus de 4000 minutes. Ça fait 4000 minutes. Et ça, c'est que les 0,05. 4000 minutes, c'est beaucoup. 4400, Ouais, mais Ah, c'est comme pas la non série. plus- Ouais. c'est ça. Ah, quand même, ça fait beaucoup de minutes. Hein. J'ai aucune Oui, idée ça de fait ce que beaucoup de fait en minutes, heure, mais alors. je m'attendais à plus que ça quand même. Pour Ça être fait dans 30 dans minutes les par jour. 0,5. J'avais fait la moyenne. Ah ouais. Ah oui, tu vois, c'est pas non plus. Mais par jour. Ça fait. Tu sais, il y a des psychopathes qui ont commencé comme ça. Hein. Bah, moi, je suis un psychopathe fini, Elodie. Il n'y a pas de. Bah, c'est surtout qu'il faut, D'accord. ouais, faudra qu'elle te mette un truc d'éloignement parce que. À un moment Ouais. donné, ça devient du. Ça fait peur, hein. Ça fait peur quand même. Ça va, je l'ai stalké qu'une seule fois et j'ai été très cordial.
Tiens, bah Mathieu, puisque tu es à la parole, tu vas nous parler de ta recommandation de cette semaine. De quoi tu vas nous parler? Oui, j'ai une recommandation un peu spéciale. Je sais pas si on peut appeler ça une recommandation ou un mot qui raconte ma vie, hein. Concrètement, vous choisirez le mot que vous préférez. Oh. Parce que quand je suis parti aux États-Unis, je suis d'abord parti une semaine en Floride. Pour une Et est-ce raison que t'as mis qu'on un peut pull? deviner. Oh. Eh bien oui, Ah. pour une certaine raison que je vais t'expliquer après et qui a fait que mon séjour était particulier. Alors évidemment, j'y suis allé, si vous écoutez le podcast, pour Disney World. Et est-ce que vous pensez que je suis allé à Miami ou pas du tout? Juste j'ai fait Orlando, où j'ai fait Universal Studios et Disney World, et c'est tout. Non. À la base, je devais y aller 2 semaines. Finalement, l'argent fait que j'y suis déjà allé 1 semaine, et c'était déjà pas mal. Puis, a fait que il y a eu un petit ouragan Milton, qui a fait que finalement... Non, mais Je- t'as pas compris, c'est les nouveaux effets spéciaux du parc qui sont impressionnants. Ah ouais, je les ai bien ressortis, c'était impressionnant, mais je les ai pas ressortis dans le parc, vu que du coup, la moitié du temps, les parcs étaient fermés. Donc, je n'ai fait que 3 jours et demi sur les parcs. Il faut sachez que, normalement... Faut sachez, d'accord. Tu n'as pas la ref. Bon, enfin. Non. Bah, Oh tu là là, iras je suis sur vieille, pardon. Il faut sachez sur YouTube et tu comprendras très bien la ref. Ok. Il faut sachez, du coup, je disais, que habituellement les gens ils vont 2 semaines et les gens ne comprennent pas pourquoi on va 2 semaines à Disney World. Et pas parce que Disney World ça fait la taille des 20 arrondissements de Paris. Donc il y a des trucs à faire quoi. Donc Est-ce moi, qu'il y a un moment donné, il y a un truc avec des craquettes et tout, comme dans les 20 arrondissements de Paris? franchement j'ai pas vu de crackhead mais ça C'était pourrait. toi le crackhead. Franchement, vu mon niveau de fatigue, c'est potentiellement probable. Mais ouais. Non. Donc, avec un ouragan, c'était sympa les parcs d'attractions. Mais en vrai, je recommande. Ça, c'est un gros truc de riche que je vais dire parce que moi, à aucun moment j'étais en danger, donc ça allait. C'était pas le cas de tout le monde. Mais vu qu'il y avait un ouragan, quand les parcs étaient ouverts, il y avait personne. Et du coup, les attractions où il y avait 3 C'est heures bien de ça. queue, moi je faisais 3 minutes. Et c'est comme ça que j'ai pu faire les meilleures attractions 5 ou 6 fois. Donc Au ça, prochain ouragan, allons-y. prochain ouragan, pensez-y. Essayez de prendre votre avion avant par contre, parce que sinon vous allez bloquer à Paris. C'est l'expérience qui parle. Alors, je sais pas trop comment vous en parler, mais pour vous expliquer, je le ferai dans un autre épisode Universal. Disney World, en plus de un complexe d'hôtel et un complexe centre commercial, vous avez 4 parcs d'attractions. Magic Kingdom, qui en gros est notre parc Disneyland. Hollywood Studios, qui est concrètement est notre parc Disney Studio à Paris. Et en plus, vous avez Magic Kingdom, qui est basé sur la nature, et Epcot sur l'innovation et Il n'y l'imagination. avait pas 2 fois Magic Kingdom là dans ce que t'as dit? Alors, sauf si j'ai bégayé Animal Kingdom et Magic Kingdom. Animal Kingdom pour la nature. Pour la nature, ok. Je vais peut-être commencer par Epcot parce que c'est le plus intéressant et on est loin d'avoir ça en France. Imaginez un parc coupé en 2. La moitié du parc, vous avez un vaisseau spatial qui a une énorme géode au milieu. Et ça, c'est sur l'humanité, l'innovation, l'imagination. C'est très américain, d'accord? Et Ok, donc ça, c'est la Startup Nation, donc on est plus vers Voilà. le côté 8e arrondissement de Paris. exactement. Et là-dedans, vous avez des attractions de type Nemo, des expositions. En fait, c'est une exposition universelle toute l'année, avec quelques petites attractions Gardiens de la Galaxie au milieu, parce qu'il faut bien faire de la thune et à rameuter les gens. Qu'est-ce que je vous conseille de faire là-dedans? Eh ben, l'attraction des Gardiens de la Galaxie, c'était très très bien. Soarin'. Mais la partie que j'ai préférée, c'est qu'ensuite vous avez un lac, avec autour de ce lac plein de petits pavillons qui représentent plein de pays du monde. Et dans chacun de ces pays, vous avez soit une attraction, soit une exposition. Et donc, par exemple, en France, vous avez Ratatouille, qui est concrètement la même qu'en France, des restaurants et un cinéma. Et là-dedans, ils diffusent soit un film qui est censé représenter la France et expliquer aux Américains ce qu'est la France, sauf que le film n'a pas bougé depuis les années 70, du coup c'est hilarant à regarder.
Vous avez le marché de Bretagne avec Marie-Jacqueline et sa petite fille Françoise Constance qui ramasse des fleurs. C'est génial à voir. Vous avez le Tour de France. Vous avez le Mont-Saint-Michel. Puis vous avez une transition entre Marseille et la Normandie où on vous dit que c'est la même plage. Enfin, c'est génial. Regardez-le, il est sur YouTube, ça s'appelle Impression de France. C'est à découvrir. Vous m'en direz des nouvelles. Et sinon, la moitié du temps, vous avez un karaoké La Belle et la Bête sur lequel je me suis époumoné et où je chantais très faux. C'était génial. Mais... Alors que c'est ça la France. Ouais, finalement. C'est la fête, comme on dit. Ce que je vous recommande à Epcot, surtout, c'est la bouffe qui est incroyable. J'ai mangé des... Je me suis pété le bide, concrètement. Moi, j'ai une vraie question, parce que la plus grande attraction de Universal Studios à Los Angeles, c'est le All You Can Eat, que tu peux... en gros, à l'entrée du parc, quand tu montes ton billet, ils te demandent si tu veux upgrader ton billet avec le All You Can Eat, et du coup, si tu l'upgrades, tu as bouffe à volonté dans tout le parc. Et en gros, il y a des gens qui viennent que pour ça. C'est-à-dire que les gars, je les ai vus assis devant des buckets de poulet en arrivant. Ensuite, quand je suis allé manger, ils étaient encore là à la même place en train de manger un autre bucket de poulet. Et le soir, quand je suis parti, ils étaient à la même place en train de manger un autre bucket de poulet. Alors non, parce que sur les autres parcs Disney, la plupart de la bouffe que t'as, c'est concrètement du poulet ou du poulet. Là, t'as vraiment une variété de choix et en plus, c'est bon. Vraiment, du coup, tu peux manger... tu commences par un plat japonais. Après, 3 heures après, tu vas manger un tacos. Après, tu vas manger un petit un petit cake anglais. C'est génial. Enfin, ça, j'adore. Ouais, je connais, c'est le marché des enfants rouges dans le... Et puis, il y a un truc que je n'ai pas fait parce que ça coûte 100 balles. Et j'ai quand même réussi à faire Disney... C'est un burger, 100 balles. Et non, tu peux faire le tour du lac où tu vas dans chaque pavillon et dans chaque pavillon ils ont de l'alcool et du coup tu peux faire la tournée des bars mais dans Disney. Et ça c'est stylé. La rue de la soif de Disney quoi. Ça c'est quand même... Ça je veux faire, ça c'est bon, tu me l'as vendu. Ça t'intéresse, ça y est. Ah bah oui. Il y a du alcool. Sinon, dans ce parc, qu'est-ce que j'ai aimé? C'est juste une petite balade Vaiana où vous déambulez dans des décors de Vaiana et il y a des jeux d'eau et vous pouvez activer les jeux d'eau. C'est magnifique, faites-le. Après, dans Magic Kingdom, qui était le parc que je voulais le plus faire, j'y suis allé pile dans la journée où l'ouragan était à son pic avant que les parcs ferment. Donc, je vous dis pas comment c'était le bordel. Il pleuvait des cordes, il y avait du vent, c'était terrible, mais c'était très drôle. Et c'est comme ça que j'ai pu faire 5 tours de Navi River Journey, donc l'attraction Avatar. Mais surtout que j'ai pu découvrir Flight of Passage. Et Flight of Passage, c'est aussi une attraction Avatar. Et comment vous dire que je n'en suis pas la même personne depuis que je suis revenu aux États-Unis à cause de cette attraction. Et vraiment, on dirait que je rigole. Mais je rigole absolument pas, d'accord ? C'est pas une blague. C'est-à-dire que, d'abord, la file d'attente, c'est la jungle d'Avatar. Donc j'ai vraiment cru que j'étais dans la jungle d'Avatar tellement c'est immersif. Après... vous allez dans le truc des scientifiques. T'as pas remarqué que tout le monde n'était pas bleu autour de toi? Bah non, parce qu'il y avait personne dans le parc, donc j'étais tout seul. Après, vous rentrez dans le truc des scientifiques et on vous dit bon, les navis, ils ont été sympas et on a mis un procédé en place et vous pouvez faire un petit tour de Banshee, c'est les espèces de dragons dans Avatar. Et donc là, vous vous couchez sur une espèce de moto et là, je m'attendais pas à ça. Donc, c'est un simulateur de vol, concrètement, en 4D, avec les odeurs, avec l'écran qui bouge, le siège qui bouge, qui vibre, qui fait de la chaleur, tout. Et pendant 5 minutes... Ça a l'air très sexuel. T'es un peu en séxualité avec ton... T'es un peu lié sensuellement avec ton dragon, c'est sympa. Tu t'es pas branché les cheveux avec, là? Non, mais j'étais étalé sur lui, tu vois, en mode... Mais j'ai chaud là d'un coup. Et après vous partez à dos de dragon et vous partez dans le ciel, vous surfez sur les vagues et tout et c'est indescriptible vraiment. Je pense que c'est la meilleure expérience que j'ai vécue dans ma vie et je ne pèse mes mots. Et tu le vends très bien, j'ai très envie d'essayer. Et vraiment il y a ça que là-bas et juste aller jusqu'aux États-Unis juste pour faire ça parce que franchement ça vaut le coup. C'est la première fois que j'avais vraiment l'impression de voler. Et
Vraiment, j'avais jamais ressenti cette sensation-là avant. Et c'est pas souvent qu'on découvre des sensations quand on est bébé, mais plus trop après dans la vie. Et ben là, j'ai eu l'impression d'avoir débloqué une nouvelle capacité, tu vois. Et ben, c'était stylé. Vraiment, vraiment, ça, c'était ouf. Voilà. Après, Hollywood Studios, j'ai pas grand-chose à vous raconter. C'était très cool. Sauf aller faire Galaxy's Edge, c'est le land Star Wars. Je suis pas fan de Star Wars. J'étais quand même bouche bée. Surtout l'attraction Rise of Resistance, qui est incroyable. Ça dure 15 minutes et pas 1 minute 30 comme les autres attractions. C'est bien ça. Et en gros, sans trop vous spoiler, vous déambulez dans la ville de Star Wars. Puis après, vous vous faites kidnapper par des Stormtroopers qui vous enferment dans un vaisseau. Là, vous assistez à une bataille dans le ciel. Dans l'espace plutôt. Donc déjà, vous dites « Ah, c'était stylé comme attraction !» Puis non, après, on vous emmène dans un autre vaisseau spatial où là, il y a les Stormtroopers qui font un défilé. C'est en mode « Ok !» T'as l'impression qu'il y a 45 mètres de haut de plafond et que t'es vraiment dans un vaisseau Star Wars et là tu pètes ton crâne, tu te dis comment c'est possible, où est-ce que je suis vraiment dans Star Wars, on m'a kidnappé vraiment et on m'a mis dans un autre univers. Vous êtes des malades, j'ai payé mon entrée mais je pensais pas payer pour ça aussi. Et puis après vous dites ah bah c'était bien. Et puis là, il y a des acteurs qui jouent les gens de la Résistance qui te reprend et qui fait vite, 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 échappez-vous. Et là, on te met dans un vaisseau et l'attraction commence. Et là, tu pars dans une espèce de circuit un peu à la montagne russe où tu dois échapper à Kylo Ren. Voilà. Juste ça. C'était incroyable. Et sinon, Magic Kingdom, c'est un peu le parc qu'on a chez nous. Et là, je vous recommande de le faire parce que c'est le parc culte. Mais moi, j'ai pu le faire qu'en une seule demi-journée. Je pense qu'on peut le faire en 3 facilement. J'ai quand même... mais ça c'est très très personnel, était un peu mal à l'aise, mais parce que j'anticipais tellement de voir ce château en vrai, que quand je l'ai vu, mon cerveau a bugué, et je savais pas si j'étais content ou pas, déçu, voilà. Donc c'était vraiment une expérience très très bizarre à faire, mais j'ai vécu aussi des très bons moments là-bas, dans Tiana, dans La Petite Sirène. C'est très bizarre, ne faites pas de titre à cette phrase, par pitié. Et voilà. Donc j'ai vécu un de mes rêves là-bas et je vous conseille d'y aller parce que franchement vous allez rentabiliser votre séjour parce que vous allez avoir des souvenirs incroyables. Et maintenant j'ai juste envie de faire les autres parcs en Californie et en Asie. Mais Voilà. il y a des trucs un peu à sensation comme chez nous, pas? Parce que Oui. moi, en fait, ce que j'aime, c'est Alors, Space Mountain, si Feu, tu veux faire des attractions à Aerosmith. sensation, tu vas à Universal. Parce que là, vraiment, c'est Ah oui. j'en parlerai là, J'ai peut-être fait dans celui les de prochaines Los fois. Angeles. Bah voilà, enfin, c'est clairement là-bas qu'il y a les attractions à sensation. Surtout qu'il y a Epic Universe qui arrive, j'en parlerai sûrement dans un prochain podcast. Mais là, c'est les meilleurs roller coasters que j'ai fait de ma vie, c'est là-bas. Disney, il y en a, mais tu vas pour l'immersion, avant tout, comme Ouais. à Disneyland Paris. Surtout si t'aimes les inversions, les choses comme ça, il y en a très peu là-bas parce que les Américains n'aiment pas trop ça. Ça commence à s'installer, mais c'est pas encore trop présent. Là, tu vas pour, comme chez nous, l'immersion, les décors, l'esprit Disney. Et aussi, si t'aimes des trucs qu'on n'a pas trop en France, bah justement, c'est les Flying Theaters où t'as l'impression de voler, ça on n'a pas en France et ils en ont plus sur là-bas. Voilà, ça c'est Ouais. très très chouette. Bah, moi, j'avais ça un petit peu à Universal Studios à Los Angeles où c'était en fait c'était un grand 8 Simpson, mais en fait pour faire un grand 8 démesuré, en fait c'est pareil, c'est un truc en 4D où t'as un écran qui t'entoure. Et en fait, t'es dans un grand 8, mais qui fait 8000 mètres de haut. Donc, tu descends des descentes que tu pourrais pas descendre dans la vraie vie. Et t'as vraiment la sensation de les descendre. Donc, Ouais. c'est assez impressionnant. Et je dois dire que c'est une des attractions où j'y suis allé vraiment à reculons en me disant ouais, j'aime pas les trucs virtuels et tout. Et en fait, effectivement, quand c'est bien foutu et quand tu mets les moyens, comme les Américains savent le faire, c'est effectivement des trucs très immersifs où moi j'ai eu un vertige de malade alors que je savais que c'était un écran qui était en face de moi quoi. Et Oui, oui. Mais par contre, je te dis, c'est t'as un peu ça dans
dans Soarin', c'est dans Epcot, où là, tu es sur une espèce de nacelle et tu fais un peu du deltaplane, quoi. Et tu traverses les pays du monde. Et là, tu as un peu l'impression d'être en apesanteur, mais voilà. Alors qu'avec Flight of Passage, il y a des moments où j'avais vraiment le vertige, où je me dis, Ouais, c'est ça ça. y est, ça descend tellement vite, je vais mourir. Alors que concrètement, en vrai, je fais du surplace. Mais oui, c'est ça. Mais c'est vraiment bien Moi, fait. moi à quel point je l'ai ressenti, à quel point c'était très bien fait à Universal Studios, c'est que voilà, c'est le genre de truc que tu peux avoir au Futuroscope et t'as aucune sensation de vertige parce que tu sens que t'es bien assis, machin et tout. Alors que quand c'est vraiment, vraiment bien fait, que tu mets vraiment les moyens et que ton écran il est démesuré et et bah, vraiment, t'as l'impression de voler ou de tomber ou d'avoir le vertige, quoi. Et Mais je après, m'attendais pas à ça, moi. ce qui fonctionne aussi, c'est que, enfin, moi, ce qui m'a aussi tant marqué avec Avatar, alors que j'aime bien les films Avatar, mais je suis pas fan, c'est que t'as un côté immersif que tu peux retrouver nulle part ailleurs dans les parcs Disney. Et du coup, tu oublies pendant 5 minutes que tu fais une attraction. Tu vis vraiment le truc et t'es persuadé que c'est réel. Dès que tu sors, c'est fini, mais quand t'es dedans, le temps s'arrête et juste t'as ça. Et donc t'es pas en mode waouh, l'attraction elle est dingue, t'es juste dans une émotion pure et tu réfléchis pas à la technique quand t'es dedans ou à ce que tu ressens. Et tu vis le truc à 400%. Et ça, c'est vraiment Non, mais c'est vrai que pour c'est, ça, voilà. les Américains, ils sont très très forts, quoi. Pour les Donc parcs c'est pas d'attractions, vraiment une ils, reco de ils mettent les blablabla moyens. aller à Disney World, c'est plus. J'ai vécu cette sensation-là, je sais pas si vous la retrouverez, mais moi je l'ai vécu là-bas. Alors si vous pouvez aller la vivre, vous avez la chance de pouvoir le faire parce que tout le monde ne peut pas. euh, Allez-y parce que franchement, ça vaut le coup. Eh ben, en tout cas, tu donnes envie. Et moi, je vais vous faire un petit récap de ma semaine. Parce que j'ai vu beaucoup de choses bien et entendu quelque chose de pas mal aussi. La semaine dernière, j'ai oublié de vous parler de Rematch, qui est une série qui était diffusée sur Arte et qui maintenant est disponible sur Disney+, il me semble. Je sais, je confonds toujours Prime et Disney+. Bon, il me semble que c'est Disney+, qui l'a récupéré. Tu regardes, est-ce que tu as vu 12 000 pubs ou pas pendant ton truc? Mais maintenant, les deux mettent des 12 000 pubs, mais je l'ai regardé sur Arte, moi, donc, mais elle n'est plus disponible sur le site d'Arte. Donc, j'ai fini la série le même jour où ça a disparu du site d'Arte. Donc, mais Bravo. il me Le semble taf. que c'est Disney+. Hein. Donc, Rematch, c'est une série qui parle en fait du champion du monde Kasparov, qui est considéré comme le plus grand joueur d'échecs de tous les temps, qui décide d'affronter la première intelligence artificielle créée par IBM. Et voilà, donc il affronte l'ordinateur dans un match télévisé et médiatique mondial. Et, et en fait, il va y avoir plusieurs matchs parce qu'il y a des fois où il gagne, des fois où il perd, des fois il y a match nul. Et à chaque fois, il y a une proposition de rematch derrière. Et donc on va suivre jusqu'au dernier match qu'il y a eu entre les deux, qui s'est fait en 6 manches. C'est voilà, donc c'est une série que j'aime beaucoup, 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 qui a été une vraie surprise. Je l'avais vu les 2 premiers épisodes à Série Mania. Elle a eu d'ailleurs le Grand Prix de Série Mania. Et honnêtement, je m'attendais pas du tout à aimer parce que les échecs, je m'en fous complètement. Et, quand j'ai vu que c'est une copro française, je me suis dit, bon, voilà, les copros françaises, moi, en général, c'est moyen. Et là, pas du tout. En fait, c'est vraiment très bien produit. Le casting est parfait et je trouve que la série, alors non seulement elle nous met en tension assez fortement parce qu'on a vraiment envie de savoir qui entre l'homme et la machine va gagner. Donc déjà, il y a cet enjeu-là, qui est l'enjeu le plus basique de la série. C'est déjà un beau suspense. Mais en plus, je trouve que c'est une série qui a un fond qui est très intéressant, car
elle montre vraiment ce que c'est que de vivre dans une société capitaliste et de devoir toujours référer à quelqu'un au-dessus de lui et de voir que en fait c'est une vraie série qui parle du monde du travail et parce qu'en fait la plupart des protagonistes sont des gens qui doivent rendre des comptes à d'autres gens et finalement c'est une série qui parle du schéma de la personne qui est au-dessus de moi me bully, donc moi je bully les gens qui sont en dessous de moi. Et je trouve qu'il y a, c'est pas c'est pas la réflexion principale de la série, mais c'est tout le temps en filigrane derrière le côté. Le côté suspense et le côté échec et tout. Et je trouve que ça donne une dimension vraiment très atypique à cette série. Et j'étais vraiment soufflé par la qualité d'écriture, par la qualité d'interprétation, par la qualité de réalisation. Et c'est clairement une des meilleures séries que j'ai pu voir cette année. Donc voilà, gros big up à Arte. Pour ça parce que franchement c'est une grande réussite. Une autre grande réussite, j'ai terminé The Franchise qui est pour moi la comédie de l'année. Pour résumer The Franchise, j'en avais déjà parlé, mais en gros c'est le tournage d'une marvelerie qui part un peu en couille parce que le studio fait n'importe quoi, le réalisateur est pas du tout fait pour ça, les acteurs sont complètement cons et égocentriques, enfin voilà, c'est vraiment tout est réuni pour que le tournage de ce blockbuster marvelien se passe mal. Et franchement, je trouve que de la même manière que Rematch, je trouve que The Franchise est très 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 bien écrit. Les dialogues sont extrêmement drôles. Moi, c'est une série qui m'a fait rire du début jusqu'à la fin. Je ne trouve pas qu'il y ait comment dire, de trous il y a 8 ou 10 épisodes, je sais plus, 8 épisodes, et les 8 épisodes sont vraiment très drôles, tout en ayant un côté amer, parce que ça dénonce aussi la manière dont est géré Hollywood, et notamment par des milliardaires un petit peu capricieux et un petit peu cons sur les bords. Donc ouais, je trouve que c'est un parfait, il y a une parfaite balance entre l'amertume et le côté comique. Et il y a notamment un personnage de seconde assistante qui est absolument drôlissime, qui je pense a les meilleures punchlines qui ont été écrites en série dans toutes les comédies. Vraiment la meuf, elle me fait marrer. Alors je sais pas si c'est ces punchlines qui sont vraiment très drôles ou si c'est elle qui les fait vachement bien, mais en tout cas à chaque fois qu'elle ouvre la bouche ou à chaque fois qu'elle fait un truc, vraiment elle me fait rire. Elle est absolument géniale. Donc voilà, donc c'est une vraie grosse recommandation The Franchise, parce que c'est pas souvent qu'on a des bonnes comédies qui savent à la fois allier le burlesque et en même temps le fond. Donc c'est vraiment, je vous le recommande. Ça, c'est sur HBO Max. Sinon, j'ai vu un film qui m'a bien défoncé la gueule, qui s'appelle Rabia. Rabia, qu'est-ce que c'est? C'est un film qui parle de deux jeunes femmes françaises qui partent qui partent en fait faire le djihad. On comprend, parce que en fait le film commence au moment où elles partent, et on comprend qu'en fait en amont elles ont été contactées, qu'on leur a proposé d'épouser un combattant, un djihadiste, et elles ont fini par accepter parce que elles se font chier dans leur vie, parce que le modèle occidental elles ne comprennent plus, elles ont besoin de vivre quelque chose de différent. Et donc du coup elles partent et elles se retrouvent dans une maison de femmes où en gros elles sont préparées pour être mariées à ce djihadiste.
Ou alors, si le djihadiste ne veut pas d'elles, finalement, elles deviennent en gros des larbines pour les autres femmes et pour l'ensemble de la communauté. Et donc, elles se retrouvent enfermées dans ce lieu avec une femme qui dirige cette maison. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir des réactions complètement différentes à cet enfermement. C'est-à-dire qu'il y en a une qui va se rebeller, il y en a une qui va au contraire devenir encore plus fanatique. Et on va découvrir un petit peu les différents profils de toutes les femmes et toutes les nationalités aussi, des femmes qui composent cette maison de femmes. Donc c'est un film qui est très dur. C'est un film qui est malgré tout très important parce que on comprend réellement comment fonctionne le processus d'aliénation, le processus de propagande. Et ça, je vais y revenir dans ma recommandation plus tard. Et c'est vraiment... je trouve que c'est toujours des processus qu'il faut décrypter, qu'il faut démonter pour bien les comprendre et pour être capable ensuite, si on a des gens dans notre entourage qui sont aptes à subir ce genre de propagande, ou même pour comprendre globalement un mouvement, je trouve que c'est important. Je trouve le film très bien fait. Je trouve que le film n'abandonne pas le cinéma. C'est très bien filmé. On n'est pas du tout dans une mouvance naturaliste qui aurait été très facile à faire. Tous les comédiens et les comédiennes sont très convaincants. Donc on se retrouve complètement immergé dans ce huis clos en plein milieu de Daesh. Et c'est quelque chose d'assez vertigineux, quoi. Donc je vous le recommande, c'est actuellement au cinéma. Faut y aller, c'est pas facile comme film, mais vraiment je trouve que c'est un film important dont on n'a pas beaucoup parlé. Et je vais finir mon récap en vous parlant d'une artiste, d'une chanteuse que j'ai découvert aujourd'hui, une artiste allemande qui s'appelle Gunnar Kühner. C'est pas facile à dire. Mais voilà, j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette artiste allemande qui fait exactement le type de musique que j'ai envie d'écouter en ce moment, c'est-à-dire du post-punk électro. C'est très efficace, ça donne envie de danser, ça donne envie de se retrouver à Berlin dans une boîte qui passe que du post-punk et de l'électro avec des phrases qui sont répétées en boucle. Il y a quelque chose d'un petit peu transcendantal, complètement... enfin ouais, ça, on finit par se retrouver à écouter ça, on finit par se retrouver dans une bulle et d'avoir les pensées qui divaguent dans tous les sens. J'aime beaucoup aller écouter elle est évidemment sur toutes les plateformes Spotify, Amazon Music et compagnie. Je vous conseille d'aller jeter une oreille. Parce que si vous aimez, je vous avais parlé de Ditz, vraiment on est dans la même veine. Si vous aimez ça, voilà, je pense que vous allez être servi. Voilà pour mes recos. Ça fait plein de choses qui donnent envie. Ouais, j'espère. Tu nous as bien rempli. J'avais vu quand tu avais parlé de Rabia sur Blue Sky et en fait je me le suis mis de côté en sachant pertinemment que je vais peut-être attendre avant de le regarder parce que voilà, c'est une ambiance quoi. Ouais, c'est pas trop fête de Noël quoi. On n'est pas... Ouais, non. Mais avec ce qui se passe en Syrie en ce moment et tout, c'est quand même assez intéressant d'aller voir ça parce que vraiment, encore une fois, je trouve que le film est pas manichéen et on comprend vraiment les choses et en même temps, ça éclaire aussi sur pas mal de choses qui vont pas dans notre société. Donc, très intéressant malgré le fait que ce soit pas très réjouissant et pas trop dans le mood actuel. Je vais le regarder. Ouais, je vous le conseille. Eh ben, Elodie, tu vas garder la parole du coup pour ta recommandation. De quoi tu vas nous parler Je vais vous parler d'encore quelque chose de très joyeux. Oui. Et moi, je vais enchaîner sur un truc encore plus joyeux. Ouh. Ouais. Et bonne fête de fin d'année. Je ferai des blagues entre les deux. Mais ça va, Mathieu il nous a parlé de Disney et tout ça. Oui, ça heureusement. J'espère que vous avez encore un peu de la magie de Mathieu qui vous reste parce que là. Je vous jure que après,
Ah non, j'allais dire mes prochaines recommandations, ça sera des trucs joyeux, mais en fait, pas tout de suite. Bref, aujourd'hui, je vais vous parler de Gone Baby Gone, un film réalisé par Ben Affleck en 2007. C'est son premier long métrage derrière la caméra et franchement, il marque des points dès son premier film parce que déjà côté casting, on retrouve Casey Affleck, Michelle Monaghan, Ed Harris et Morgan Freeman, donc une équipe solide. Le film est tiré d'un roman de Dennis Lehane, l'auteur de Mystic River, et ça se sent clairement dans l'ambiance. Ouais, c'est un super auteur. Ouais. Dans Gone Baby Gone, donc on a Patrick Kenzie qui est joué par Casey Affleck et Angie Gennaro qui est joué par Michelle Monaghan. Ils sont un couple de détectives privés à Boston et ils sont engagés pour enquêter sur la disparition d'Amanda McCready, une fillette de 4 ans. Et pendant que la police locale, qui est dirigée par le capitaine Jack Doyle, donc qui est joué par Morgan Freeman, lui, le couple va aussi mener ses recherches et en parallèle de la police. Et donc Patrick et Angie vont plonger dans les bas-fonds de leur quartier entre drogue, violence et secrets enfouis. Au fil de l'enquête, les frontières entre le bien et le mal vont s'estomper. Ça va forcer Patrick à affronter des dilemmes moraux déchirants. Avec une tension croissante et des révélations troublantes, le film interroge la notion de justice et ce que signifie vraiment faire ce qui est juste. Alors, est-ce que c'est un film original ? Oui et non. Parce qu'une enquête sur une disparition, c'est assez classique. Mais Gone Baby Gone, ça joue sur la nuance. On n'est pas juste dans une chasse aux coupables, c'est aussi une réflexion sur la moralité, sur les choix qu'on fait, les compromis, et c'est assez fascinant de ce côté-là. Côté cohérence, c'est solide. L'intrigue se déroule sans accroc et chaque révélation fait monter la tension d'un cran. Le rythme est bien géré. On alterne entre des moments calmes et où on creuse les personnages et on alterne avec des scènes plus intenses qui nous gardent quand même accrochés. Je vous avoue que je n'ai pas trop respiré pendant tout le film. Parce que côté tension, c'est... Mais du coup, tu es morte ou... Oui, c'est un fantôme qui vous parle actuellement. Ah, c'est donc toi le fantôme du podcast. C'est pour ça qu'on ne te voit pas. Ah, mais exactement. Oui. Voilà, tout s'explique. Côté tension, en fait, la tension, elle est omniprésente. On a des dialogues qui sont bien écrits, qui sont réalistes, qui sont très percutants. Et tout ça, ça participe à une ambiance où on ne sait jamais vraiment à qui se fier. Et les personnages, c'est vraiment le point fort du film. Patrick Kenzie, donc, qui est joué par Casey Affleck, c'est bien plus qu'un détective classique. Il est jeune, il n'est pas forcément expérimenté, mais il est déterminé et prêt à tout. On a sa relation avec Angie qui apporte une dimension plus humaine à l'histoire. De son côté, donc Ed Harris et Morgan Freeman, forcément, c'est des performances 5 étoiles. Hein, on n'en attend pas moins d'eux. Même oui, en si, général, c'est des valeurs sûres quand même. C'est ça. Même si ici, en fait, ils ont des rôles plutôt secondaires, mais en fait, ils brillent quand même. Et surtout, tous les personnages sont gris. Il n'y a personne qui est tout blanc ou tout noir. Et ça, c'est assez rare dans ce genre d'histoire. Et c'est pas parce qu'ils viennent d'un film de Ridley Scott. Hein. c'est... Non, parce qu'ici, le film est bien. Donc, pour une première réalisation, Ben Affleck s'en sort très bien. La caméra capte vraiment l'essence de Boston. On nous montre les coins sombres, les bars un peu miteux, les rues froides. Côté réalisation, la lumière et les couleurs rajoutent vraiment au côté oppressant de l'histoire. Il y a un côté très brut et très réaliste dans les décors et les costumes. C'est pas flashy, mais ça colle parfaitement à la réalité. Côté musique, en fait, il n'y en a pas trop et c'est vachement bien. En fait, ça sait se faire discret pour laisser parler les silences. Ça amplifie la tension dramatique et en fait, on écoute surtout la ville en fait, dans ce film et ça fait vraiment du cinéma vérité, quoi. Donc, c'est un film qui parle de justice, de choix difficiles et de ce qu'on est prêt à sacrifier pour faire ce qu'on pense être juste. C'est pas juste un polar, c'est une vraie réflexion sur la morale. Et à la fin, ça te laisse avec des questions sans forcément te donner des réponses toutes faites. C'est à toi de te faire ta propre opinion. Côté émotion, ça marche très bien. Hein. Tu es un petit mouchoir trempé à la fin. On est impliqué dès le début et il y a certaines scènes qui sont franchement dures. On est vraiment plongé dans cette enquête, presque comme si on était avec eux dans les rues froides de Boston. C'est un film pour ceux qui aiment les polars intelligents, les histoires qui font réfléchir. Par contre, c'est pas pour les amateurs de films légers, parce qu'on parle quand même d'un kidnapping d'enfants, hein, et pas que ça, mais je vous cache pas que c'est assez terrible. C'est du lourd, hein, autant sur le fond que sur la forme, ça y va pas par 4 chemins.
Et sans spoiler la fin, c'est une fin qui m'a vraiment beaucoup marquée. C'est le genre de conclusion qui reste en tête et qui te fait réfléchir bien après avoir vu le film. Et oui, c'est un film qu'on peut revoir parce qu'une fois que tu connais l'histoire, que tu connais le dénouement, bah, tu peux quand même re-regarder et repérer des nouveaux détails et ça enrichit l'expérience. Donc en résumé, niveau point fort, on a quand même une intrigue captivante, des personnages profonds, une tension constante et une réalisation très bien maîtrisée. Côté point faible, peut-être un rythme un peu lent pour ceux qui cherchent plus d'action, mais c'est vraiment chercher la petite bête. Et voilà, donc si vous aimez les polars qui vous prennent aux tripes, bah foncez, vous ne serez pas déçus. Et c'est disponible sur MyCanal. Oui, de toute façon, si vous avez vu Mystic River, on est vraiment dans la même, Ouais, c'est le même genre. dans le même genre, dans le même style de rythme, dans la même ambiance. Enfin voilà, si Mystic River vous a déjà mis un petit uppercut, je pense que vous allez vous y retrouver. Sinon, si vous n'avez pas du tout aimé, je pense que ce sera peut-être pas votre cam, quoi. Ouais, non, clairement. Donc, mais effectivement, c'est un bon film. Ouais, moi ça fait partie de mes préférés. Mais ouais, en fait, le problème, c'est qu'il est sorti à un moment donné où les séries faisaient que ça, en fait, du kidnapping et tout. Et en fait, il a fini par passer en dessous des radars parce qu'on avait l'impression de voir ça toutes les 2 secondes, quoi. Donc, Ouais, mais c'est dommage parce que pour le coup, effectivement, à cette mode des séries un peu dans le même style, c'était surtout des séries qui voulaient montrer du sale, quoi, faire du trash et sans vraiment qu'il y ait une réflexion plus profonde derrière. Et c'est vraiment dommage, bah, quoi. c'est un peu le truc de Denis Lehan, en fait. C'est d'essayer d'aller chercher l'émotion en dessous du truc un peu sale. D'essayer d'aller voir un petit peu l'humain en dessous de la médiocrité, quoi. Donc ça a toujours été. Enfin, moi j'aime beaucoup Denis Lehan pour ça parce que je suis pas trop polar globalement. Et pourtant à chaque fois je trouve qu'il arrive à me choper parce que justement il est beaucoup plus sur l'humain et sur l'émotion que réellement sur C'est ça. le- C'est pas de l'ostentatoire, quoi. C'est Non, vraiment. Il prend ce qu'il voit, en fait. ouais, ouais, c'est très bien. C'est très bien. Euh, Moi, je vais vous recommander une série. Euh, c'est une série, pour moi, globalement, c'est peut-être la série que j'ai préférée cette année. Donc, c'est pour vous dire à quel point Marocco est importante. En tout cas, c'est la série qui m'a le plus coaché devant mon écran. C'est une série qui s'appelle La Messias, qui est une série espagnole qui est faite par Movistar Plus et qui est actuellement disponible en France sur la plateforme d'Arte. J'y reviens encore sur cette plateforme qui est quand même très qualitative. Euh, le pitch de la série, bah, il va être assez bref parce que j'ai pas tellement envie de tout vous révéler, donc je vais être un petit peu, je vais garder un petit peu de mystère. Vaut mieux découvrir les choses par soi-même. Mais globalement, on suit un frère et une sœur qui n'ont plus eu de contact entre eux depuis bien longtemps, mais qui se retrouvent chamboulés de la même manière quand ils découvrent qu'un groupe de 6 sœurs qui sont issues d'une secte chrétienne font le buzz sur Internet grâce à des chansons pop chrétiennes et des clips qui les accompagnent qui sont totalement ringards. Alors ça fait le buzz pas pour des bonnes raisons parce que tout le monde se fout de leur gueule, mais eux en fait tout d'un coup ce frère et cette sœur se trouvent émus en voyant ces vidéos et donc de savoir quel est le lien entre ces deux personnages qu'on sent remplis de fêlures et ces pop stars chrétiennes, c'est un peu tout l'enjeu des premiers épisodes de la série. C'est pas l'enjeu de la série, c'est vraiment on va dire les 2 premiers épisodes de la série. Et donc pour découvrir ça, on va suivre toute l'histoire d'Irène et Henrik, donc ce frère et cette sœur, depuis le jour de leur enfance où leur mère quitte leur père assez violemment et de manière assez cocasse, on va dire, jusqu'à leur retrouvaille alors que chacun a refait sa vie de son côté une fois qu'ils sont adultes. C'est donc c'est donc une saga familiale en 7 épisodes, 7 épisodes qui sont très denses, qui ont beau faire plus d'1 heure chacun. Il se passe tellement de choses dans un épisode que en fait on voit pas du tout le temps passer.
Il y a quand même beaucoup de séries qui font, avec des épisodes de plus d'1 heure, on a l'impression que chaque épisode fait 3 ou 4 heures. Là, à chaque fois que l'épisode se terminait, je me disais, ah ouais, putain, l'épisode il fait 1h07 ou 1h10, putain, j'ai pas vu le temps passer. Donc voilà, même si les 2 premiers épisodes, j'étais un peu, enfin, on est un peu dans le flou quand même sur les 2 premiers épisodes. C'est très mystérieux tout ça. Et puis, ouais, on sait pas trop où est-ce qu'on met les pieds avant qu'on arrive enfin à recoller les pièces du Pulse qui nous est proposé au début. Mais une fois que les pièces du Pulse sont mises en place, alors là, enfin, c'est un torrent d'émotions qui nous submerge. Et moi, personnellement, j'ai fini chaque épisode absolument dévasté, un peu choqué, un peu groggy, mais avec malgré tout cette envie très présente de regarder l'épisode suivant pour voir comment les choses vont évoluer. Et ça, il y a peu de séries dernièrement qui m'ont donné ce sentiment-là de vouloir absolument voir la suite. Donc c'est vraiment que c'est bien foutu en termes de construction. Moi, c'est vraiment l'épisode 3 et la beauté qui est en émerge, qui pour moi a fait basculer la série du ok, ça a l'air pas mal à genre putain, c'est grandiose quoi. Les 2 premiers épisodes sont un peu, comme je le disais, un peu flous, on sait pas trop dans quoi on se lance, c'est un peu glauque comme atmosphère. On est dans le passé, on est dans le présent, il se passe plein de trucs, on est un peu perdu. Et puis tout d'un coup, il y a l'épisode 3 qui se pose. On comprend enfin ce qu'on fait là, on comprend quels sont les tenants et les aboutissants. Et surtout, tout d'un coup, l'épisode enchaîne les moments de grâce qui contrastent complètement avec l'atmosphère un peu plombante qu'on a eue pendant 2 épisodes. Et moi, j'ai trouvé ça absolument fabuleux. Et surtout, en plus de la thématique sectaire qui arrive très vite et qui est assez évidente, il introduit une deuxième thématique qui m'intéresse encore plus et qui est une réflexion en fait sur l'art, et en l'occurrence ici sur le cinéma, qui dans l'épisode 3 est d'abord montré comme un outil d'émancipation de l'aliénation, et inversement dans la suite, on va montrer comment il peut être aussi utilisé comme un outil de propagande. Et en fait, c'est ça que fait la série. C'est-à-dire qu'elle passe son temps à nous montrer les 2 facettes de chaque chose. Leur côté pervers et leur côté libérateur. Que ce soit sur la religion, sur l'art, sur la famille, sur la rébellion. Et il y a encore plein d'autres thématiques que je ne vais pas lister, que je vais vous laisser découvrir. Mais ce qui fait qu'on a une série très ambiguë, très complexe, mais sans être théorique. C'est une série qui est très viscérale, qui n'est pas du tout dans l'intellectuel. Et c'est une série qui, moi en tout cas, m'a particulièrement fasciné parce qu'elle tente tout le temps d'aller chercher plus loin que ce qu'on attend. Et elle se contente pas en fait des évidences et de voir jusqu'où En fait, son but, c'est vraiment de pousser les potards au maximum pour voir jusqu'où les protagonistes peuvent aller et que ça reste crédible. Et je trouve que ça fonctionne. Parce qu'en fait, on a immédiatement de l'empathie pour Irène et Henrik. Et on comprend ce qu'ils vivent, on comprend ce qu'ils pensent tout le temps. On comprend leurs émotions tout le temps. Et on les partage tout le temps. Et on n'a qu'une envie, c'est qu'ils puissent se libérer de ce passé, qu'ils puissent enfin vivre leur vie. Et c'est presque un poids qu'on partage avec eux. Et on a envie de les voir être soulagés, de ne plus être tiraillés. Et un peu comme des amis qu'on voit sombrer en fait, et on a envie de les aider, on a envie viscéralement de faire en sorte qu'ils aillent mieux, mais à chaque fois qu'on a l'impression qu'un pas est franchi, qu'ils vont s'en sortir et tout, et ben on s'aperçoit qu'il y a encore plein d'étapes, que le chemin n'est pas terminé, et voilà, c'est ce qui fait que la série est à la fois dure et à la fois libératrice. Et je trouve que c'est une série qui est remarquablement construite. Elle avait tout pour devenir un pensum indigeste, un truc très intellectuel et tout, mais en fait, pas du tout. Elle réussit à balancer comme il faut la noirceur du propos et les moments un peu pop, notamment avec ses clips qui sont surréalistes de ringardise. Elle arrive à balancer aussi les moments tristes et les moments joyeux, et les moments joyeux, malgré le contexte lourd, ils sont aussi indispensables parce qu'ils constituent des bouffées d'oxygène pour nous, mais aussi pour les protagonistes.
mais surtout pour nous en fait. Parce que des fois on a besoin de respirer, c'est un peu lourd. Et en fait là où c'est bien fait, c'est qu'il nous laisse cette possibilité de respirer. Et en même temps, c'est aussi des passages des moments de partage en fait entre les personnages à l'écran et nous. Et on les voit d'une autre manière. Et en fait, la série, un peu comme Rabia dans ce que je disais tout à l'heure, elle essaie de ne pas être manichéenne. Et d'ailleurs, elle finit, je trouve, sur une note assez jolie, qui est où il n'y a ni haine ni violence. Et c'était pas évident, c'était beaucoup plus simple d'y aller au chalumeau et de tout brûler. Et je trouve que la manière dont c'est fait à la fin est assez jolie. Et voilà, je trouve que dans un monde de la série où tout se ressemble, où on regarde des épisodes qui passent et qu'on oublie, voire quelques heures plus tard, voire quelques minutes plus tard, je trouve que La Messias, c'est vraiment une série qui détonne par sa liberté de ton, par, j'ai envie de dire, l'empreinte indélébile qu'elle essaye constamment d'imprimer dans notre esprit, avec un jeu de contraste qui est assez inhabituel, qu'on voit assez peu, et par sa capacité à créer une empathie qui est vraiment intime et profonde avec ses personnages. C'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui deviennent des membres de notre famille et qu'on a envie d'aider et qu'on a envie de voir évoluer. Et ouais, je trouve que c'est une expérience, c'est une vraie expérience spirituelle où chaque épisode, comme je le disais, est vraiment à la fois une épreuve et une libération. Et je trouve qu'en termes de sensations, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti lors de la saison 1 de The Leftovers. Et je trouve qu'il y a quelque chose un peu du geste cathartique de nous rappeler à quel point il faut se tenir loin de tout dogme, de tout fanatisme, et se méfier comme la peste de ceux qui colportent des prosélytes qui nous promettent monts et merveilles et qui nous enferment petit à petit dans des cauchemars religieux et dogmatiques. Moi je trouve que ça fait partie des séries qui, en plus d'être émouvantes, sont très importantes, et c'est très fort. C'est même un petit peu une série de Noël, puisque il y a toute la partie au présent se passe pendant les fêtes de Noël, donc voilà, c'est une autre facette de Noël. Si vous en avez marre, si vous êtes un peu en overdose de sucre et de niaiserie, voilà, vous pouvez avoir le pendant noir de Noël dans La Messias. En tout cas, moi, je trouve que c'est un vrai bijou. C'est vraiment, je trouve que c'est à mettre en parallèle avec Rabia là, dont je parlais, mais c'est encore meilleur que Rabia parce que je trouve qu'il y a une dimension, notamment la réflexion sur l'art, qui donne une dimension incroyable à la série. Donc voilà, je vous conseille. C'est une mini-série en 7 épisodes. Les épisodes sont assez longs, je vous l'ai dit, donc c'est difficile de tout binger, mais en même temps, si vous bingez tout, je pense que vous finissez dans un cercueil. Et c'est sur Arte, donc voilà. Et ça donne envie. Moi, tu me l'as vendu. Hein. Ouais, je pense que toi, ça va te plaire beaucoup. Pareil, est-ce que tu peux redire le titre ? La Messias. Merci. C'est là, plus loin, Messias, Messias. Voilà. Donc, et vraiment, il y a une qualité, et j'ai pas parlé parce que j'étais très ému par la série, et voilà, mais la réalisation est au diapason de tout ça, c'est hyper bien réalisé, je trouve que c'est très très beau, donc ça ne gâche rien. Donc voilà. Donc on vous a proposé plein de recommandations, encore une fois. Vous pouvez nous remercier sur les réseaux sociaux, bien sûr. Mettez des commentaires. Mettez des commentaires, remerciez-nous pour notre bonté. Donnez-nous de l'argent. Et notre beauté aussi. Surtout notre beauté. Surtout celle d'Élodie, présentement. Oh là là, celui-là alors. Et je rappelle, donc du coup, on vous a recommandé d'aller à Disney World et de faire l'attraction Avatar parce que ça a l'air assez fou et maintenant j'ai très envie d'y aller. Donc je vais commencer à économiser. On vous a recommandé en série Rematch, The Franchise et mon coup de cœur de l'année, La Messias. Et dis où ça se trouve.
Alors, La Masia, c'est sur Arte. Rematch, c'est sur Disney+. The Franchise, c'est sur HBO Max. En film, Gone Baby Gone, de Ben Affleck, tiré d'un bouquin de Dennis Lehan et que vous pouvez retrouver, je ne sais pas si c'est sur une plateforme disponible en ce moment. Canal. C'est disponible sur Canal en plus, putain, c'est magnifique. Oh, Ou alors, si vous voulez être sûr de l'avoir quand vous voulez le voir, achetez-le en Blu-ray. C'est bien aussi. Au cinéma, vous pouvez retrouver Rabia, qui est un film coup de poing. Et en musique, je vous ai fait une petite reco de Gunnar Kunyer, si vous aimez le post-punk. Et ça, c'est disponible sur Spotify, Amazon Music, c'est incroyable, on a fait que des recos disponibles sur des plateformes au cinéma ou par avion, c'est super pratique quand même. Et tu peux même combiner, tu prends l'avion et dans l'avion tu regardes les recommandations. Oh bah voilà. Exactement. Et puis vu le temps qu'il ça. faut, je pense que t'as le temps de tout voir à peu près, donc c'est cool. Il suffit que tu sois dans un ouragan, t'as encore plus de temps. Tu sois coincé à Louvre comme Oui, moi alors pendant après, 3 jours aussi. Après, c'est éternel si t'es dans un avion pendant un ouragan. Comme Après, tu as tout le temps du monde pour... Bon, bah voilà, c'est fini, on va vous quitter. Attends, j'ai une dernière mini-reco qui est 20 secondes. Si vous voulez Vas-y. voir mes aventures, vous pouvez suivre le compte de Red Shoes Girl sur TikTok et il y aura tous les vlogs du voyage aux États-Unis et ils sont très rigolos. Voilà, c'était mon T'es auto-promo. en train de faire ta promo? Alors, de ma promo de ma pote, mais étant donné que je suis un personnage principal de ce vlog, oui. Voilà. Red Shoes Girl, ok, on ira Ça voir. marche. Bon, bah voilà, en attendant, bah du coup, bon film, bonne série, amusez-vous bien, passez une bonne semaine en attendant la spéciale Noël, passez une bonne nuit, passez des belles journées, et puis surtout... Bonne journée! Yeah!